Vous écoutez À table avec l'histoire, le podcast qui raconte le monde à travers ce qu'on mange. Chaque épisode, une époque, un plat, une histoire. Le 25 décembre 1870, dans un Paris assiégé par l'armée prussienne, il fait un froid qui engourdit les mains en quelques minutes. Et pourtant, ce soir-là, dans un restaurant chic de la rue Saint-Honoré, on fête Noël, comme si de rien n'était. Cette fois, on ne le fête pas avec une dinde, on dîne à la carte. Le menu est imprimé, propre. Il a même une certaine élégance, ce cynisme discret des grandes tables. Au programme, consommé d'éléphants, civet de kangourou, côte d'ours rôtie sauce poivrade, et ce n'est pas une métaphore. On parle bien d'animaux qu'on n'imagine pas croiser dans une assiette parisienne, même en temps de paix, et même pour épater des amis. À quelques rues de là, au même moment, ce n'est pas du tout la même scène. Une femme est debout, depuis la tombée de la nuit, dans la neige, devant une boutique fermée. Elle n'attend pas une place au chaud, ni une bonne affaire. Elle attend une ration, du pain. Et quand je dis du pain, je ne parle pas d'une miche croustillante. Je parle de quelque chose qui ressemble parfois à une mesure de survie plus qu'à un aliment. Si elle a de la chance, elle repartira avec quelques centaines de grammes de pain rationné. Et si elle est encore plus chanceuse, elle trouvera quelque chose à mettre dessus. Un bout de graisse, une soupe claire, un reste. Ou un rat. Oui, un rat. Acheté à un prix absurde. Parce que quand la ville est affamée, tout se vend. Et tout se vend trop cher. Le même soir, dans la même ville, derrière les mêmes remparts, certains lèvent leur cuillère dans du bouillon d'éléphant pendant que d'autres comptent les minutes pour ne pas perdre leur place dans une file qui n'avance pas. Alors la question n'est pas seulement qu'est-ce qu'ils ont mangé. La vraie question c'est comment une ville peut-elle accepter ça sans exploser tout de suite ? Comment peut-elle être unie dans le discours et aussi fracturée dans les assiettes ? Parce que ce qu'on va raconter aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire de plats bizarres et de menus de collection. Ce n'est pas un épisode insolite. C'est un nouvel exemple de quelque chose qu'on voit souvent quand on raconte l'histoire par la nourriture. Au moment où tout craque, l'assiette ne dit pas seulement ce qu'on mange, elle dit surtout qui a le droit de manger quoi. Pendant l'hiver 1870, à Paris, manger ne sert plus seulement à survivre. Manger devient une manière de mesurer où tu te situes dans la ville. Est-ce que tu fais la queue pour une ration ? Est-ce que tu peux encore acheter sans compter ? Est-ce que tu sautes des repas ? Est-ce que tu commences à rogner sur ce qui était a priori impensable. Bienvenue dans À table avec l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'assiette des Parisiens assiégés et on va regarder un siège non pas depuis les canons, mais depuis les marmites, les marchés, les queues interminables et les restaurants qui continuent de servir. Tout bascule le 19 septembre 1870. À ce moment-là, Paris ne comprend pas encore qu'il va devenir une île de pierre, ceinturée, fermée, coupée du reste du monde. Les Prussiens encerclent la ville et, d'un coup, ce qui faisait la force de Paris en temps de paix devient sa faiblesse en temps de guerre, sa dépendance au dehors. Paris, c'est une bouche énorme, 2 millions de bouches à l'époque. Ça avale du blé, du charbon, de la viande, du vin, des légumes, des œufs. Ça avale tout ce que la campagne envoie. Et tout ce que les routes font circuler. En temps normal, ça arrive en continu, c'est invisible, on n'y pense même pas. Le siège, c'est le moment où cette invisibilité se brise. Le calcul de Bismarck est brutal et très moderne. Inutile de prendre Paris d'assaut si on peut le faire plier par l'estomac. Pas besoin d'un carnage de rue si la faim s'occupe du travail. Paris n'est plus une ville, c'est une équation. Combien de jours avant que la fatigue, le froid et le manque fassent craquer l'idée même de résistance ? Et en face, le gouvernement improvisé n'est pas prêt. Quelques semaines plus tôt, l'Empire s'est effondré. Napoléon III est capturé, la République est proclamée dans l'urgence. Et le gouvernement de défense nationale s'installe en promettant une chose, tenir. Mais tenir avec quoi ? Avec des discours, ça ne fait pas cuire grand-chose. Et côté stock, Paris n'a pas de matelas confortable. On parle de réserves prévues pour quelques semaines, pas pour des mois entiers. Très vite, la ville découvre ce que signifie être coupée. Les communications deviennent une obsession.
Le courrier tente de sortir par ballon, on invente des systèmes, on bricole. Mais tout ce qui nourrit, tout ce qui chauffe, tout ce qui soutient le quotidien ne rentre plus. La capitale est une cage pleine. Et au début, il y a encore des illusions. On se dit ça va passer, on se dit l'armée va percer, la province va organiser quelque chose. Paris ne peut pas mourir de faim quand même, pas Paris. Sauf que la réalité du siège, c'est qu'il ne se vit pas comme un grand événement historique tous les matins. Il se vit comme une suite de petites bascules. Une semaine, on trouve encore du pain correct. La suivante, on fait la queue plus longtemps. Puis on change de boulanger, puis on change de farine, puis on change de définition du mot manger. Et pendant ce temps, la ville tente de s'organiser. On réquisitionne, on centralise, on fait des inventaires, on rassemble des troupeaux là où on peut, on parque les bêtes dans des lieux improbables. Les abords du bois de Boulogne, des jardins, des espaces urbains où l'herbe devient soudain une ressource stratégique. Et quelques semaines plus tard, ça donne l'impression qu'on maîtrise. Mais un siège, c'est une mécanique qui ne pardonne pas. Plus les jours passent, plus la question change de nature. Au départ, on se demande comment tenir. Ensuite, on se demande quoi sacrifier. Et enfin, on arrive à la question qui fait peur. Qu'est-ce qu'on peut encore considérer comme de la nourriture ? Ce n'est pas juste une question de goût, c'est une question de frontière mentale, de tabou, de dignité aussi parfois. Parce que Paris est une ville qui se pense raffinée, civilisée, capitale du monde. Et elle se retrouve à devoir regarder son assiette comme on regarde une liste de survie. Et pendant que les autorités hésitent, que les marchés s'emballent, que les queues s'allongent, un phénomène apparaît très vite. La faim devient un calendrier. Plus de saison, plus de fêtes, plus de normalité. Il n'y a plus que des repères. Le jour où la viande manque, le jour où le beurre disparaît, le jour où le pain change, et le jour où on sait que ça va durer. Un siège, c'est ça, couper une ville du dehors et attendre que la faim fasse son travail. Ce qui est particulier ici, c'est que Paris est une capitale bâtie sur l'abondance et est soudain forcée d'apprendre la pénurie. Dès le mois d'octobre, la question n'est plus vraiment « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» C'est « qu'est-ce qui est encore mangeable et pour qui ?» Pour comprendre l'ampleur du basculement, il faut regarder ce qui arrive dans les assiettes par palier. Parce qu'un siège, ce n'est pas un jour on mange normalement, le lendemain on mange du rat. C'est un glissement. Et ce glissement, il se voit dans les tabous qui tombent, l'un après l'autre. Au début, Paris essaie de tenir avec ce qu'il connaît, le bœuf, le mouton, le porc, et les stocks qui restent. Sauf que très vite, la viande classique devient rare, puis hors de prix, puis pratiquement inaccessible pour une partie de la ville. Alors on se tourne vers ce qu'il y a encore en masse dans une capitale, les chevaux. Ceux des fiacres, des omnibus, des livraisons, les bêtes de trait. Et là, on heurte un vrai tabou. Dans la tête de beaucoup de gens, manger du cheval reste associé à la misère, à l'idée d'un monde qui recule. On estime qu'entre septembre 1870 et janvier 1871, entre 65 000 et 70 000 chevaux sont abattus et consommés pendant le siège. Ce chiffre à lui seul dit quelque chose, ce n'est pas une anecdote, c'est une conversion alimentaire forcée, à l'échelle d'une ville entière. Et ce qui est frappant, c'est que même là, il y a des différences. Un cheval, ça peut se vendre en morceaux plus ou moins nobles, et en temps de pénurie, tout se hiérarchise. Quand le cheval commence à manquer ou devient trop cher, Paris descend d'un cran. La ville va chercher des protéines là où, en temps normal, elle ne regarde même pas. Ça passe par des animaux qu'on mange rarement et surtout par ceux qu'on ne mange jamais. Et c'est là que l'alimentation change de nature. On n'est plus dans « je remplace un aliment par un autre », on est dans « je redéfinis ce que le mot mangeable veut dire ». L'image du siège, c'est souvent celle des rats. Pas les rats fantasmés des contes, les rats des villes, ceux qu'on chasse d'habitude, qu'on maudit, qu'on associe à la saleté. Pendant le siège, ils deviennent une ressource. On les capture, on les vend, puis on les cuisine. Place de l'hôtel de ville, un marché aux rats s'organise. Décrit dans plusieurs témoignages et études, on choisit, on paie et on repart avec une bête vivante ou déjà préparée. Ensuite viennent les chats et les chiens. Là encore, ce n'est pas une bascule théorique. On voit apparaître des circuits, des ventes, des recettes, des manières de masquer le goût, de faire tenir une viande maigre ou amère avec ce qu'on a sous la main. Le siège invente une cuisine de contraintes. C'est un fait social. Quand une ville est affamée, elle transforme tout en marchandises et en calories. La faim ne rend pas tout le monde héroïque, elle rend tout le monde pragmatique. Même les gens les plus raffinés finissent par discuter sérieusement de ce qu'ils auraient jugé impossible 3 mois plus tôt. Entre deux viandes, il y a surtout le nerf de la guerre, le pain. Dans un siège, ce qui casse le moral, ce n'est pas seulement l'absence de viande, c'est quand l'aliment de base devient méconnaissable.
Le pain de siège n'est pas une expression poétique. À mesure que les réserves baissent, on mélange la farine de blé avec d'autres farines ou des ajouts moins nobles. On voit apparaître des mélanges blé-riz, puis haricots, pois, avoine. Dans les moments les plus durs, de la paille et du son. Le siège ne fait pas seulement manger différemment, il fait manger moins bien, moins sûr, parfois moins digeste. Et quand le pain lui-même devient une épreuve, c'est que la ville est entrée dans une autre phase. Puis il y a un moment qui marque les esprits, parce qu'il est spectaculaire, les animaux du zoo. C'est là que le siège cesse d'être seulement une histoire de pénurie, il devient une histoire de symboles. La capitale commence à manger ce qu'elle montrait. La ménagerie du Jardin des Plantes, c'est un morceau de patrimoine d'exotisme, un lieu de promenade. Et à la fin de 1870, la famine est telle que les animaux sont abattus et vendus comme viande. Les sources sur Castor et Pollux, 2 éléphants, racontent qu'ils ont été tués pendant le siège et que leur viande est achetée puis écoulée à un prix élevé. Ce détail est important, ce n'est pas seulement on a mangé un animal rare. C'est que l'éléphant, c'est littéralement une vitrine de puissance, un trophée vivant de l'Empire et du lointain. Et en parallèle, il y a ces menus qui restent dans l'histoire, comme un concentré d'absurde, parce qu'ils fixent noir sur blanc ce que le siège rend possible. Consommé d'éléphants, civet de kangourous, côte d'ours, chat flanqué de rats, cuisseaux de loup. On retrouve ces plats sur des menus attribués au restaurant voisin à Noël 1870. Devenu iconique précisément parce qu'il montre une cuisine qui continue à jouer à la gastronomie au bord du gouffre. Parce que quand la ville en est à transformer ses chevaux en nourriture, ses nuisibles, ses animaux de compagnie, puis ses animaux du zoo, on n'est plus dans une pénurie temporaire. On est dans une ville qui réorganise son monde. Et c'est exactement à ce moment-là que la question commence à se déplacer. On ne se demande plus qu'est-ce qu'on peut manger, mais qui peut encore choisir et qui subit. À ce stade, il faut faire attention à une chose. Le siège ne met pas tout le monde à égalité dans la pénurie. Il crée au contraire une ville à 2 vitesses. Parce que la faim, ce n'est pas seulement l'absence de nourriture, c'est aussi son accès. Officiellement, on essaye d'encadrer. Très tôt, les prix flambent et les autorités posent des règles, des taxes, des contrôles. Mais dans une ville coupée, avec des stocks qui fondent, la réalité gagne toujours. Le marché noir apparaît, les spéculateurs prospèrent. Et les plus aisés s'en sortent mieux, parce qu'ils ont soit des réserves, soit des moyens, soit des réseaux. On voit que même quand la nourriture existe encore quelque part dans Paris, elle est souvent hors de portée pour une partie de la population. On ne vit pas le siège de la même manière quand on peut payer une volaille à prix délirant et quand on compte ses sous pour du pain noir. Dans les quartiers populaires, la journée s'organise autour de la queue. Faire la queue, c'est un travail. Ça prend des heures, ça use, ça se fait dans le froid et ça ne garantit rien. Et même quand on obtient quelque chose, c'est parfois une ration maigre ou un produit de mauvaise qualité. On le voit très bien avec le pain. Bien que son rationnement arrive très tard, dans les derniers jours du siège, on est sur des rations autour de 300 grammes par adulte et par jour. Toujours obtenues après des attentes interminables. La presse, et surtout les caricaturistes de l'époque, ne s'y trompent pas. Ils ne décrivent pas seulement un Paris affamé. Ils dessinent les écarts, la façon dont certains continuent à fréquenter des restaurants, à maintenir un vernis de normalité pendant que d'autres s'épuisent à survivre. Et c'est là que des menus comme celui du café voisin deviennent plus que des curiosités. Ils ne choquent pas seulement parce qu'ils sont exotiques, ils choquent parce qu'ils donnent l'impression d'un monde qui continue à jouer, à se distinguer, alors que la ville, globalement, est en train de se dégrader. Ce que vivent alors les Parisiens, c'est une véritable désynchronisation. Dans une même ville, au même moment, les repères ne sont plus les mêmes. Les corps ne vivent plus les mêmes choses. Certains commencent à manquer, d'autres commencent déjà à s'adapter. Certains perdent du poids, d'autres perdent surtout leurs habitudes. Et ce n'est pas une question de goût. Donc quand on parle de pain de siège et de file d'attente, ce n'est pas un décor, c'est un choc social qui se paie en santé, en fatigue, en mort, en corps qui lâche. À la fin, ce qui reste dans les têtes, ce n'est pas seulement on a eu faim, c'est on n'a pas eu faim de la même manière. Et à partir du moment où cette idée s'installe, le siège devient autre chose qu'un épisode militaire. Il devient une expérience collective, mais pas unie. Une expérience qui fabrique de la méfiance, du ressentiment et un sentiment très simple. Quand tout va mal, on ne se retrouve pas spontanément dans le même camp. Et c'est cette fissure-là qui ne se referme pas en janvier 1871 quand les vivres reviennent. Elle reste et elle prépare le terrain pour la suite. Fin janvier 1871, Paris capitule.
L'armistice est signé, les canons se taisent, et sur le papier, on pourrait croire que l'histoire se referme, comme si le siège n'avait été qu'une parenthèse, une mauvaise saison. Sauf que quand on a vécu des semaines de froid, de pénurie et d'épuisement, on ne revient pas si facilement. Dans les semaines qui suivent, la France élit une assemblée nationale et le pouvoir politique se met à distance de Paris en s'installant à Versailles. La capitale, elle, est épuisée, méfiante et encore très armée, parce qu'un détail change tout. Pendant le siège, Paris s'est militarisé. La garde nationale, composée en grande partie d'hommes du peuple, est devenue une force énorme, organisée, présente partout. Et dans une ville chauffée à blanc, la question de qui détient les armes n'est jamais une question technique, c'est une question politique. Le point de rupture arrive le 18 mars 1871. Le gouvernement tente de récupérer des canons gardés par la garde nationale, notamment à Montmartre. L'opération tourne mal, la foule s'en mêle et le gouvernement se replie en laissant Paris lui échapper. À partir de là, Paris se dote de son propre pouvoir municipal révolutionnaire. C'est la Commune de Paris. Elle dure un peu plus de 2 mois, jusqu'à la reprise sanglante de la capitale à la fin mai. Attention tout de même au raccourci. La Commune ne naît pas parce qu'on a eu faim. Elle naît d'un mélange explosif. La défaite contre la Prusse, le sentiment d'abandon, la peur d'un retour en arrière politique, la colère contre Versailles et l'idée qu'une ville qui s'est défendue a le droit de décider pour elle-même. Le siège n'a pas fabriqué des convictions politiques toutes neuves. Il a fabriqué une expérience. Il a rendu certaines colères plus nettes, certaines méfiances plus solides. Parce que dans une situation extrême, on voit très vite ce que l'État fait et ce qu'il laisse faire. On voit comment s'organisent les prix, les distributions, les fils, les passe-droits, le marché noir. Et c'est là que la faim devient politique. Pas comme un slogan, mais comme un souvenir. L'idée qui reste, ce n'est pas seulement « on a souffert », c'est « on n'a pas traversé la même chose ». Et quand une ville garde cette sensation-là, elle devient inflammable. La capitulation, ensuite, ajoute une couche d'humiliation et de rage. On a tenu, on a payé, et au final on se rend. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas du tout. Et dans les deux cas, ça laisse des braises. Et dans ce Paris qui se tend, il y a une image qu'on retient toujours. Des hommes, des armes, des barricades. Moi, je veux qu'on regarde aussi l'autre moitié du tableau. Les femmes y prennent une place immense, pas au conseil communal, où elles ne votent pas et ne sont pas élues, mais dans la vie politique réelle. Organiser, nourrir, soigner, parler, tenir, et parfois monter sur les barricades. Ce que je trouve puissant, c'est que cette présence-là laisse une trace. Elle prouve en plein chaos que la politique ne se fait pas seulement dans les institutions, elle se fait aussi dans le courage et le quotidien. Et au fond, tout par-delà, d'une ville poussée à bout qui se découvre elle-même, jusque dans ce qu'elle met dans son assiette. Le menu du café voisin n'est pas juste une anecdote, c'est un symptôme. Ce qu'on a mangé pendant le siège ne raconte pas seulement la guerre contre la Prusse, ça raconte Paris. Et Paris sort de l'hiver 1870 changé, avec une ville qui a vu sa propre fracture de trop près pour pouvoir l'oublier. Vous étiez à table avec l'histoire. Ici, on raconte le monde en commençant par l'assiette. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite du menu. Et si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, laissez une note ou un petit commentaire. Ça aide vraiment le podcast à se faire une place. À bientôt!